Voilà, donc on va parler de la psychanalyse et en particulier de Freud, en fait, puisque c'est celui qui a fondé la psychanalyse et en fait, c'est toute son œuvre. Donc, voilà, alors c'est la présentation de Freud, donc. Euh, alors, c'est un neurologue autrichien. Il est le fondateur de la psychanalyse, donc. Son œuvre a profondément marqué la compréhension moderne de la vie psychique, tout en restant discuté sur le plan scientifique et culturel. Il est né donc à Freiberg en 1856 et il est mort en 1939. Alors, il grandit dans une famille juive où il est particulièrement valorisé par ses parents, notamment sa mère. Donc, en fait, les parents misent tous sur Freud parce enfin, les parents le voient comme quelqu'un de brillant. Il est en plus très ambitieux et enfin, il se cultive beaucoup, il lit énormément. Il est très tôt considéré comme destiné à une réussite intellectuelle importante, ce qui contribue à forger une forte volonté de réussite. Ensuite, donc, il va venir à Paris donc, pour rencontrer Charcot. Donc, il étudie la médecine à Vienne et devient neurologue. Et entre 1885 et 1886, il séjourne à Paris auprès de Jean-Martin Charcot, à l'hôpital de la Salpêtrière, pardon, où il découvre l'hypnose et l'idée que certains troubles psychiques ont une origine inconsciente. Alors, il est vraiment admiratif de Charcot, et enfin, pour lui, c'est presque son idole, quoi. Ensuite, à partir des années 1890, Freud développe la théorie de l'inconscient. Donc, on va dire que c'est la partie un peu principale de sa théorie, quoi. La question de l'inconscient. En 1900, il publie l'interprétation du rêve, où il affirme que les rêves expriment des désirs inconscients. Euh, voilà, donc il introduit la notion de libido, qu'il associe à la sexualité, puis à une énergie psychique plus large, jouant un rôle central dans le développement humain. Donc, à partir de là, il a effectué enfin, 3 essais sur la théorie sexuelle, et Freud place la sexualité au centre du développement psychique, y compris dès l'enfance. Euh, Voilà, donc ces idées influencent profondément la culture du XXe siècle et participent à une transformation du regard porté sur la sexualité, souvent associée à une évolution vers une plus grande liberté sexuelle dans les sociétés occidentales. Et donc, malheureusement, enfin, Freud est un petit peu, enfin, voire même beaucoup, à l'origine de comment dire, la libération sexuelle qu'il y a eu pendant tout le courant du XXe siècle. Et voilà, disons que c'est un père fondateur, si on peut dire, voire peut-être toute sa structure qui a mis, qui a mis enfin, l'idée là-dessus, quoi. Ensuite, son rapport à la religion. Alors, le rapport de Freud à la religion est marqué par un rejet net de la croyance en Dieu. Euh, Bien qu'issu d'une culture juive, il n'est pas pratiquant et adopte une position résolument rationaliste. Dans l'avenir d'une illusion, il interprète la religion comme une construction psychologique, issue des besoins humains, notamment le besoin d'une figure paternelle protectrice. La foi est analysée comme une illusion, née de la détresse humaine face à l'insécurité et à la mort. Dans Malaise de la civilisation, il prolonge cette critique en décrivant la religion comme un facteur de contrainte culturelle et de limitation des pulsions humaines. Donc il faut savoir que Freud, lui, il est plutôt pour la libération des pulsions humaines. Donc, et c'est comme ça qu'on éviterait d'être névrosé, a priori. Alors, en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, il faut, bah, même enfin, en tant que chrétien, mais même en tant qu'individu euh, qui est doué d'une intelligence et qui n'est pas mu par ses passions, il faut avoir un contrôle, évidemment, sur soi, quoi. Alors, il ne s'agit pas d'un militantisme anti-religieux au sens politique, mais d'une lecture psychologique et naturaliste de la religion, réduite à des mécanismes inconscients.
Alors, les théories freudiennes sont critiquées pour leur manque de vérification expérimentale. Plusieurs concepts centraux, notamment la généralisation de la sexualité comme principe explicatif universel, sont aujourd'hui discutés ou partiellement rejetés en psychologie contemporaine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Freud donc, admirait profondément Darwin. Il appréciait particulièrement Darwin pour l'explication naturaliste de l'homme, le refus de recourir à des explications surnaturelles. Donc, pour Freud, c'est aussi un bon moyen bah, d'avoir une explication anti-religieuse, quoi. L'idée de continuité entre l'animal et l'homme. Pour Freud, les instincts humains devaient être étudiés comme des phénomènes naturels hérités de l'évolution. Et cette influence apparaît notamment dans Totem et Tabou ou Malaise dans la civilisation. Et effectivement, on peut comprendre que Darwin ait joué un plan central en fait pour Freud, dans le sens où si on réduit l'homme à une évolution animale, bah, ça arrange le fait que l'homme est plus mu par ses instincts que par des règles et voilà, des lois à suivre, quoi, malgré ses concupiscences. Et alors, pour certaines anecdotes, on peut dire que alors Freud consommait de la cocaïne. Voilà, il était Pour s'inspirer. Pour s'inspirer, mais alors voilà, mais en fait, il était extrêmement prolifique, donc il écrivait beaucoup, il lisait énormément, Oui, et avait donc des séances d'hypnose. oui, Et donc, il avait trouvé ce moyen-là, en fait, pour s'inspirer. pour s'inspirer et puis pour tenir, en fait. D'autre part, il faisait partie du Knightbrit. C'est voilà, une société maçonnique réservée aux Juifs. Voilà. Et donc, il s'intéressait à l'ésotérisme et aux cultures orientales et égyptiennes. Oui. Voilà. Donc, c'est une figure majeure, en fait. Donc, ça, c'est le personnage. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Sur le personnage, il y a quelque chose que vous voudriez nous informer, nous dire encore sur la personne. Bah, en fait, c'était une personne imbue de sa personne. Ah, voilà. Donc, Égolâtre. Il était égocentrique et je pense que ça a été dû à ses parents, quoi, qui l'estimaient énormément, en fait. Il était très intelligent et était très bon élève, très brillant. Et donc, le contre-coup, c'est qu'il a eu un ego surdimensionné et il n'aimait absolument pas la critique. Il détestait la critique et la contradiction. Voilà, avec son ami Jung, il a eu un peu des fâcheries à cause des différences. Voilà, sur le fait que Jung ne cite pas Freud à tel moment. Voilà, il voulait briller, quoi. C'est ça. Voilà. Ça, sur la personne. Est-ce qu'ensuite, avant de rentrer dans une conversation au débat, est-ce que vous savez en dire quelque chose en plus sur lui ou sur la psychanalyse ou ce n'est pas prévu? Si vous avez des questions, peut-être que je peux y répondre. Voilà, alors maintenant, c'est à vous de participer, des questions complétées ou des informations importantes, non? Donc, l'important, c'est approfondir le sujet. S'il y a quelqu'un de vous qui veut... De dire déjà par rapport effectivement à sa dimension, on va être, comme tu disais, égocentrique ou très imbu de sa personne, c'est que, qu'on le veuille ou non, incontestablement, il a fondé un courant. Il a fondé une école avec des disciples qui l'ont suivi, avec des disciples qui l'ont effectivement moins suivi ou pas du tout suivi ou critiqué. Mais son courant, qui était d'abord effectivement un enjeu médical et scientifique, est devenu politique au fur et à mesure que les années ont passé, parce qu'évidemment, l'école de la psychanalyse devait également s'imposer face aux autres
mode de pensée notamment à la société et aux mentalités de l'époque qui pouvaient contrecarrer ou qui pouvaient, précisément pour des raisons conservatrices ou des raisons culturelles, s'opposer à ces idées. Donc, il a fondé un courant, qu'on le veuille ou pas, qui a eu une influence monstrueuse au XXe siècle dans tous les domaines. Donc, à partir de là, évidemment, quand vous fondez un courant, quand vous fondez une école, vous êtes nécessairement centré sur votre objectif initial. C'est ce qu'il faut déjà, je pense, dire, c'est que c'est quelque chose qui est incontournable à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Parce qu'il a eu une influence sur tous les aspects de la société, sur le plan politique, sur le plan artistique, sur le plan culturel, sur le plan sexuel, comme tu l'as dit, avec notamment les mouvements culturels qui vont se déployer par la suite et qui vont se réclamer de lui. Donc, c'est quelqu'un qui est incontournable et effectivement, son influence parle pour nous. Ça c'est quelque chose qu'il faut dire d'abord. Il y a peut-être un truc intéressant à noter sur la méthode, Chris, sur laquelle tu n'as pas trop élaboré, mais peut-être qu'on peut en parler de la méthode qu'il a mis en place, parce que c'est parti, comme tu disais, Vincent, aussi d'une théorie scientifique, puisqu'il s'inscrit dans la lignée de Darwin, qui effectivement s'inscrit aussi dans la lignée évolutive de l'homme. Et il a bâti non seulement une théorie avec tous ses écrits, donc une vision du monde, et on pourrait dire en un sens une forme de philosophie, mais il en a fait aussi une méthode qui est censée répondre à un impératif. Et aujourd'hui, quand on parle de psychanalyse, c'est devenu quelque chose de très banal, parce qu'effectivement, c'est la solution fournie clé en main aux contemporains pour tenter de trouver du sens à leur existence ou du sens à ce qui ne va pas dans leur psyché. Là où avant, on avait des directeurs de conscience ou des abbés qui sondaient l'âme. La confession. On avait la confession, on avait toute une mécanique justement liée à au christianisme qui visait à répondre à ces problématiques-là, parce qu'on était dans une anthropologie qui était encore inscrite dans celle de saint Thomas. Et au moment où justement Freud arrive, et tu en parlais tout à l'heure, Chris, il y a cette rencontre avec Charcot qui s'opère. Ça, c'est un point de pivot, parce que, en gros, c'est lié on en parlera un autre moment, mais en gros, là où je veux en venir, c'est que tu peux peut-être dire quelques mots sur la méthode et ce qu'elle prétend faire. Est-ce qu'elle résout les problématiques auxquelles elle est censée s'attaquer ou pas du tout? Il y a même plutôt une inversion, en fait, comme on a pu le voir un petit peu en introduction, comme ça, sur la présentation de Freud. Donc, la psychanalyse, pour Freud, en fait, elle consiste à écouter un patient, parfois pendant plusieurs heures, donc développer un peu son mal-être, ses angoisses, etc. Et Freud est derrière le patient, ne doit pas avoir de contact visuel avec le patient. Bon, ce qui peut l'arranger parce que parfois Freud se met à somnoler, voire dormir pendant les séances, pendant les consultations. On prenait de la coke. Entre deux lignes. Tout à fait. Et donc, les patients, voilà. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Freud arrive à une époque où la morale la morale sur la question de la sexualité en particulier est extrêmement rigide, et alors que le monde est en train de changer, en fait, aussi. Et donc du coup Freud disons que est tombé au bon moment. Voilà, à une oreille c'est ça, c'est son coup de génie, c'est qu'effectivement, il prend effectivement le mouvement d'une époque qui est en pleine mutation, et voilà. On est à une époque où l'individualisation des problèmes, la psychologisation des approches sont en train de prendre de l'ampleur. Et son coup de génie, justement, comme le disait Étienne, c'est de proposer une alternative à des approches traditionnelles qui ne répondent plus tout à fait aux besoins au sens vraiment psychologique des gens. Alors ça s'adresse évidemment à des castes, à des classes donc aristocratiques, de la haute bourgeoisie, cultivées, qui ont le temps, qui ont l'argent évidemment à consacrer à cette approche. Mais il arrive effectivement à un tournant de l'histoire
où les réponses traditionnelles ne sont plus suffisantes, tout du moins pour ce type de classe-là. Et cette approche complémentaire qui va prendre de l'ampleur par la suite arrive à point. Et il a su parfaitement sentir l'air du temps, aussi dans une période de décadence. On est à Vienne au tournant du XXe siècle, Vienne 1900, c'est aussi une période de décadence sur beaucoup d'aspects. Et donc, on assiste aussi à une individualisation et à une psychologisation globale de la société. Et, comme tu dis, en fait, effectivement, les séances de psychanalyse, elles sont plutôt destinées à la bourgeoisie. Et la bourgeoisie, en fait, c'est que… L'aristocratie viennoise. Et l'aristocratie, oui, tout à fait. L'aristocratie qui s'est aussi embourgeoisée, au final, qui ne remplit plus… Qui prend les valeurs bourgeoises, qui lâche les valeurs traditionnelles et qui adopte les valeurs bourgeoises. Tout à fait. Les valeurs matérielles, les valeurs de réussite, les valeurs d'ambition personnelle, plus au sens aristocratique du terme. Voilà. Donc, voilà, c'est exactement ça. Et donc, du coup, je veux dire, c'est aussi des personnes qui ont le temps de s'ennuyer et, Tout à fait. et de s'amuser, etc. Et donc, le fait que les mœurs se débrident, Freud répond, on va dire, aussi à ce schéma-là, quoi. Et donc, voilà. Alors, en ce qui concerne donc la psychanalyse, pour revenir au sujet, c'est l'écoute des patients, donc sur leurs anxiétés, voilà, etc., sur leurs problèmes psychiques, leurs angoisses. Et dans l'idée, Freud n'intervient pas. Il peut même ne pas écouter, en fait. Et voilà, l'objectif, c'est que les patients, en fait, ne refoulent pas leurs mauvaises pensées, mais qu'ils y mettent un petit… Est-ce qu'on pourra dire en simplifiant que c'est un méthode pour endormir la conscience, simple, en définitive? Dans un premier temps, effectivement, il adopte l'hypnose telle que Charcot l'a développée donc à la Salpêtrière, mais il se rend vite compte que l'hypnose n'est plus une méthode suffisante pour précisément ouvrir l'esprit humain, pour libérer la parole, parce que son credo, c'est ça, c'est la libération de la parole de l'individu, et il se rend vite compte que l'hypnose a ses limites. Et c'est pour ça qu'au tournant des années 1890, il va changer de méthode, et effectivement, il va adopter la méthode de la libre association, où l'individu, c'est le fameux divan, allongé sur son divan, où il n'a pas de contact et d'interaction, que ce soit visuel ou d'échange avec Freud, va être invité à déployer la liberté de parole et la libre association, c'est-à-dire spontanément d'associer des idées qu'il n'aurait pas osé ou su associer dans un autre contexte. Donc c'est une forme effectivement de catharsis, une forme de libération auquel et il se rend compte que cette méthode est beaucoup plus efficace que celle qui l'a précédée. Donc il abandonne un peu l'hypnose, même s'il y reviendra plus tard, et il passe à la libre association de pensée, où en quelque sorte le patient entre dans un monologue avec lui-même, parce que Freud intervient très très peu dans ces séances, et effectivement on a l'impression qu'il peut être extérieur ou indifférent ou s'endormir, mais il intervient très très peu, il donne des suggestions à certains moments, mais il laisse le patient, et c'est le fameux concept de résistance, lorsqu'il sent que le patient bloque ou se tait ou n'avance plus dans sa prise de parole, qu'il intervient pour donner des suggestions au patient. Mais il y a un changement de méthode qui va s'opérer dans son approche. Si vous voulez, pour voilà, rester dans le format qu'on avait dit qu'il y a plus d'interaction, si vous voulez, peut-être on va donner la parole à peut-être Sandro, si vous voulez ajouter quelque chose, une question, un complément, une objection. Non, simplement, j'avais une petite observation à faire, c'est que mon frère, que certains connaissent ici, mon frère a fait des études de psychologie, et donc c'est Freud qui a enseigné, bien sûr, il est allé jusqu'en licence, je crois, Cédric.
mon frère. Et je lui disais, mais du coup, combien de personnes ont été guéries par Freud et ses théories? Combien de personnes ont été guéries? Et il m'a dit, on ne pense pas comme ça. On ne les guérit pas, on les stabilise. On les stabilise. Et Freud l'a dit lui-même hein, que sa méthode n'aboutissait pas à une guérison définitive ou même provisoire. Il l'a dit lui-même. C'est pas la vocation de la psychanalyse, ouais. Vas-y, Carlos, ouais, tu voulais prendre la parole tout à l'heure, j'ai vu. Ah, le micro est coupé. Oui, merci. Il y a aussi une application qui s'était implémentée avec les théories de Freud. C'est par ses... j'ai oublié comment on dit son nephew. Néfaste. Oui. Aux États-Unis, il s'appelle Edward Bernard. Ouais. Oui. J'ai vu un documentaire de les BBC, British Broadcasting News, les siècles du soi, the Century of the Self, de comment est-ce qu'ils ont implémenté Bernard, toutes les idées de Freud. Il était considéré le père de la relation publique, parce que c'est une implémentation de la technique de propagande pour altérer le subconscient, mouver les masses et pouvoir faire des choisissants pour consommer des produits. Et, par exemple, je sais que les femmes ont commencé à fumer aux États-Unis parce qu'il y a une grande campagne faite pour Edouard Bernet qui a implémenté les techniques de Freud. Et c'est un succès. Les femmes ont commencé à fumer. Aussi, la campagne pour l'intervention américaine à Guatemala, je pense, pour brainwash, pour altérer pour convaincre les gens américains que c'était nécessaire de faire la guerre parce que c'était dans l'intérêt de le peuple. Et nous pourrons aussi voir comment aujourd'hui, encore une fois, s'utilisent les mêmes sortes de techniques et ça marchait. On peut dire que Edouard Bernays était le bras droit un petit peu de Freud, justement, c'est son neveu, je crois. C'est son neveu, hein, semble. Edouard Bernays est le neveu, oui, de Freud. Ouais. Est-ce aussi considéré le père de quoi, Carlos? Edouard Bernays? Edouard Bernays, il était le neveu. Dans la doctrine, c'est quoi de la sociologie, de quoi de la propagande? Le père des relations publiques. C'est la propagande, mais appliquée pour le commerce. Donc la psychologie de Freud appliquée aux relations publiques. Pour les politiciens, pour acheter des choses. Oui. Pour la manipulation effectivement des peuples et la naissance de la société de consommation. Et ce qui est intéressant, c'est l'affiliation Freud, Bernays et le nazisme, parce qu'on sait que le nazisme, dans sa propagande et la manipulation des masses, c'est beaucoup influencé c'est beaucoup inspiré de Bernays. Donc, c'est un peu l'ironie. C'est Bernard, comme Bernard? Edouard Bernays. Edouard Bernays, c'était le neveu de Freud. Le double neveu. Oui. Le double neveu? C'est-à-dire que le père de Freud avait une sœur, et la mère de Freud avait un frère. Et, c'est ça. Voilà, donc... il était autrichien aussi, alors. Il était autrichien, mais il était aux États-Unis, grandi, Edouard Bernays. Il est grandi en Amérique. C'est ça. Il a compris où était le marché, oui. Ce qui est ironique dans les travaux de Bernays, c'est que c'est vrai qu'il s'appuie sur les travaux de son grand-oncle, mais en fait, c'est pas parce que les travaux de Bernays ont mené à des résultats probants, quand effectivement il a réussi à faire porter des jeans aux femmes, à les faire fumer, à les mettre sur le marché du travail, etc. Mais donc ça prouve pas que les théories de Freud sont vraies en soi. Ça prouve qu'en fait, dans la théorie de Freud, il y a deux parties. Il y a le constat, et il y a ensuite sa réponse. Et en fait, quand on regarde dans le détail, peut-être Chris, tu pourras nous en parler si tu l'as creusé jusque-là, mais quand on regarde dans le détail, en fait, ce qu'a fait Freud, c'est qu'il a récupéré toute l'anthropologie qu'avait posée saint Thomas d'Aquin, il l'a récupéré texto, et il a tout inversé. Il fait qu'en gros, tout ce que lui considère comme des désirs refoulés, des névroses, tout ce qui lui a permis de développer la théorie de la psychanalyse, en fait, est vrai, le fondement est vrai, mais tout est retourné. Ce qui fait que voilà, Edouard Bernays en fait, est capable de s'en servir
pour faire quelque chose de concret, c'est-à-dire d'utiliser ces fameux désirs refoulés, etc. Parce que c'est vrai qu'au fond de nous, quand on regarde ce qu'a théorisé Freud sur les désirs refoulés, ça correspond effectivement aux pulsions, aux passions de saint Thomas. Et donc, il y a un fondement véridique, c'est-à-dire qu'on est animé par ces pulsions. D'ailleurs, c'était une session qu'on aurait dû faire ensemble avec Monsieur l'abbé il y a plusieurs mois pour préparer le terrain. Mais ce serait intéressant d'y revenir parce que c'est le fondement de l'anthropologie. Justement, voilà, justement, vous parlez là de la psychanalyse. Vous voulez dire de quoi, Étienne? Je parle de Qu'on avait prévu depuis quelques mois. C'était quoi exactement? il y avait plein de trucs, c'était sur la psychanalyse aussi, mais on en parlera peut-être en détail une prochaine fois. Ce que je voulais vous poser, parce qu'on avait dit de ne pas trop allonger, parce que justement, nous, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas besoin de psychanalyse, chacun de nous est assez chargé d'occupation. Donc, mais si vous voulez que la prochaine fois, on continue sur ce sujet ou qu'on aborde un autre thème. Je voulais dire seulement une petite chose. J'ai Oui, partagé un pardon. lien dans les chats. C'est le lien sur les documentaires que j'ai parlé. C'est en anglais, mais il y a sous-titré en français. C'est très, très bon. J'ai vraiment recommandé. C'est la partie 1 de 3, si vous êtes intéressé. C'est tout. Ok. Merci, Carlos. Merci beaucoup. Et peut-être si vous pouvez le mettre aussi dans les groupes après, dans les groupes de Telegram. Oui, bonne idée. Je ferai ça. Après, vous le mettez après. Voilà. Alors, est-ce que, donc, Étienne, vous pensez si on aborde la question de la psychanalyse après, on passe sur un autre thème? Qu'est-ce que vous pensez, Gabriel, par exemple? On peut rester sur la psychanalyse et puis voir justement, comme disait Étienne, par rapport aux passions de saint Thomas, enfin essayer de mixer un peu les deux pour voir justement l'inversion qu'a fait Freud, quoi. Ça peut être intéressant. Et vous, monsieur Lamy, Denis Lamy, qu'est-ce que vous suggérez? Ou si vous avez une question sur le thème qu'on est en train de discuter maintenant, vous qui êtes justement directeur de banque, est-ce que vous, en tant que directeur de banque, confronté devoir vendre des prêts, des choses comme ça, est-ce qu'il y a dans les banques, dans la vente de prêts, une certaine manipulation d'éventuels clients? On le fait peut-être de fait, mais je veux dire, on ne s'identifiait pas à Freud ou à la théorie de Freud pour pouvoir vendre, etc. Hein, ça fait partie des principes de vente, c'est tout. Hein. Je veux dire qu'on ne faisait aucun lien avec Freud, parce que je pense que Freud fumait un peu trop ou raillait un peu trop. Et puis, pour moi, c'est une critique sensée. Il avait éjecté tout ce qui était commandements, enfin les 10 commandements de la Bible, etc. Donc, bon, pour moi, c'était pas quelqu'un à suivre. Simplement, mon rôle, c'était, dans le commercial bancaire, c'était déjà d'analyser le client par rapport à ses besoins et non pas par rapport à son comportement. Voilà. C'est ça. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais... Oui. Donc, avant de continuer, il y a quelques mois, on avait rencontré chez vous, monsieur Lamy, votre fille Aurélie, qu'elle est, comme vous savez, elle est dans la communication. Elle a un doctorat en communication, c'est ça, Sandro? C'est ça, oui. Alors, une fois qu'on avait passé, je me suis là, on avait discuté, elle était là, et alors, je crois que c'est Christophe qui a proposé, on me rappelle plus qui, de lui demander si elle ne pouvait pas, justement, ça tombe bien avec les psychanalyses, si elle ne pourrait pas nous exposer un petit toutes ces techniques de communication. Elle était disposée à le faire, parce que, bon, elle est professeur dans une université, donc elle a sa famille en plus, surtout, en premier lieu. Donc, peut-être, une fois on peut faire, si vous pouvez, une fois encore, la psychanalyse, et toute la question, ce que vous disiez, Étienne, comment Freud a inversé tous les principes de saint Thomas, et ensuite, dans 2 mois environ, demander à Aurélie
de nous faire un exposé bref sur la question de la communication. On avait justement parlé de ça avec elle. Qu'est-ce que vous pensez, chacun de vous? Ben oui, on avait évoqué, effectivement, elle était d'accord, malgré, oui, malgré qu'elle a quand même pas mal d'occupations. Mais je vais lui en reparler. Hein. Le tout, c'est Voilà, además, d'avoir... je suis disposé à nous faire un petit exposé sur la de la communication, notamment avec les médias modernes, etc. Yo on avait abordé voilà, on avait commencé à discuter de ça, comment les jeunes, par exemple, discutaient un fait très courant, il paraît, que des jeunes font leurs déclarations d'amour ou l'inverse via ChatGPT. Ils demandent à ChatGPT de leur faire une lettre de déclaration d'amour ou de rupture. Et donc, toutes ces techniques, voilà, peut-être, si vous voulez les parler à Aurélie, on pourra faire éventuellement dans 2 ou 3 mois. Ok. Voilà. Oui, je lui demanderai aussi de vous envoyer éventuellement, enfin, je vais voir comment on arrange ça. Hein. Voilà, demande si voilà. Est-ce que pour le sujet de Freud, vous savez quelqu'un, Gabriel ou quelqu'un de vous, une question, un complément, un doute? Oui, Sandro? Oui, je ne sais pas si on a la. Est-ce qu'on a une preuve que Freud était vraiment mal intentionné ou est-ce qu'il croyait vraiment en ces théories? Parce qu'il y avait une rumeur comme quoi sur un bateau, il aurait dit on amène la peste ou quelque chose comme ça, je crois. Il y avait pas Moi, il y a déjà plusieurs années, j'avais trouvé une citation de Freud qui disait explicitement que son œuvre, c'était pour nuire à la civilisation chrétienne. Après, il faudrait vérifier, il faudrait que je le trouve. Je vais essayer de voir sur Internet, mais j'avais vu ça déjà. Le fait qu'il était juif, c'est pas improbable. C'est pas improbable qu'il avait cette intention de nuire la civilisation chrétienne. Ça, c'est. Ce qui est clair, c'est que sa critique de la religion, entre autres, des monothéismes, ce qu'il entend par monothéisme, en fait, il vise exclusivement la religion chrétienne. C'est clair qu'elle a fait énormément de mal. La psychologisation des enjeux religieux, c'est Freud c'est son héritage, et ça, c'est clair que c'est incontestable. Juste pour revenir sur Édouard Bernays, c'est un peu le père du féminisme. Et il s'est servi en fait de la question des désirs pour amener la propagande, un nouveau type de propagande. C'est-à-dire que en fait, il utilisait des comédiens, des comédiennes ou des femmes connues qui fumaient pour susciter l'envie chez les spectateurs. Avant, c'était acheter ce produit, voilà, il y avait un ordre. Là, on passe par un triangle, une triangulation, et le biais, en fait, c'est la question du désir, en fait. Donc, ça rejoint la. Voilà, tout à fait. En fait, il passait par la mythologie contemporaine, c'est-à-dire les acteurs et les actrices hollywoodiens. Voilà, tout à fait. Il utilisait les grands acteurs, Betty Davis, Marlon Brando, j'en oublie. Alors, non, peut-être pas à cette époque, pardon, mais en tout cas, les acteurs, les actrices d'avant-guerre, il utilisait les icônes hollywoodiennes pour ce type de propagande. Ou aussi la question un peu choc, c'est-à-dire s'il y avait un rassemblement, il mettait en scène en fait des suffragettes qui fumaient la cigarette. Et donc, il y avait une théorie du choc quoi, aussi. Donc, c'est tout le système publicitaire actuel vient on va dire, des théories d'Edouard Bernays, en fait. Donc, c'est ultra moderne. C'est ça. Mais est-ce qu'il était influencé, on va dire, Edouard Bernays directement par les théories de son oncle, ou ils sont tous les deux élaborés, comment c'est l'affiliation entre eux deux, on va dire? Freud, en fait, dans sa famille, il était extrêmement respecté. Et donc, il avait une influence sur toutes les parties de sa famille. Après, je ne sais pas, mais je suppose. Je veux dire l'affiliation intellectuelle, non? Je suppose qu'il y avait un lien étroit avec son neveu, quoi. C'est ça. Ouais. Et je pense qu'il a. Il y avait un profond respect, en fait, dans ces familles, une certaine bourgeoisie, quoi. Et donc, le respect de
la figure autoritaire que représentait Freud, notamment dans le point de vue intellectuel. Donc, je pense qu'il s'est beaucoup inspiré. C'est ça, oui. Mais il était vu, en fait, il était vu tout à l'heure, vous en parliez du contexte, Vincent, tu mentionnais le contexte. En fait, il était vu vraiment comme un prophète parce que, en fait, dans le livre que vous m'aviez prêté, Monsieur Labbé, qui s'appelle La Troisième Révolution, c'est-à-dire qu'on parle de la psychanalyse et du freudisme comme une troisième révolution. C'est-à-dire que la première révolution, elle est d'ordre biologique, elle vient de Darwin. Donc elle réduit, en fait, c'est tout le mouvement du réductionnisme. C'est-à-dire qu'avec Darwin, on réduit l'homme, enfin l'origine de l'homme à une espèce d'évolution qui est purement biologique, quoi. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, Chris, avec une ontologie qui vient de l'animal. Ensuite, il y a la deuxième révolution qui est économique, qui arrive par Marx, donc quasiment à la suite de Darwin. Et elle réduit en gros toute la culture, la spiritualité, le droit, etc., à une superstructure économique. Et ensuite, on a effectivement la révolution qui est opérée par Freud, qui est une révolution qui est un peu plus, on va dire, je sais pas, intime, et qui va s'attaquer à l'esprit, donc à l'âme, à l'esprit, à l'amour et à tous les instincts biologiques. Donc en fait, il était vu vraiment comme un prophète. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Chris, quand tu disais qu'il est né dans une famille juive, c'est très important parce que, en fait, la plupart des choses qu'il va recycler sont des concepts chrétiens, donc qui sont issus du thomisme, et qui va croiser avec toute la partie kabbalistique qu'il a étudiée quand il était jeune et qu'il était juif. Et on en parlera la prochaine fois, mais on retrouve tout à l'heure dans ce que disait Vincent quand il parlait de l'association libre. L'association libre, c'est quoi? Quand le patient il est sur le divan, il doit laisser libre cours à toutes ses pensées, de manière à associer des mots, des idées et des concepts qui lui viennent de manière spontanée et que son esprit lui crache, que le psychothérapeute, enfin que le thérapeute, puisse lui tenter de lire des idées cachées derrière les mots et les concepts et les idées que le patient déblatère. Et ça, c'est un concept qui est issu directement de la Kabbale juive, je ne sais plus quel nom ça porte, mais c'est de lire de manière aléatoire la Bible, des mots, et de trouver par association des sens cachés aux mots qu'on est en train de lire. Et donc, en fait, il a sécularisé des concepts qui viennent du thomisme et qui viennent de la Kabbale, et il les a retournés non plus pour trouver une solution, puisqu'avant, on était dans le cura animarum, c'est-à-dire le fait de soigner les âmes. Le but de la confession et de toute l'anthropologie thomiste, c'est de déterminer ce qui nous anime pour en trouver la solution et réprimer tout ça, le mettre à la poubelle par la conscience, par la volonté, par l'intellect. Or là, la psychanalyse, elle renverse tout pour ne plus trouver une solution. On l'a dit tout à l'heure, le but de la psychanalyse, comme disait Sandro, c'est pas de passer 6 mois ou 12 mois en cure et puis d'en sortir grandi. C'est d'aller chercher dans les tréfonds de l'esprit humain des étincelles divines pour expliquer, en gros par la lumière qui s'y cacherait, la façon dont l'individu s'est construit de manière bancale. Et ça, c'est pareil, c'est issu directement de Sabbatai Zevi, de tous les faux prophètes qui puisent leur philosophie dans la Kabbale, puisque dans la Kabbale, c'est cette idée-là, tous les gnosticismes, c'est des étincelles de lumière qui sont prises au piège dans des entités démoniaques et qui se situent aux confins de l'esprit humain et des ténèbres. Et donc, la psychanalyse, encore une fois, elle a sécularisé ça en disant, vous allez aller chercher au fin fond de vous-même ce qu'il y a de plus sale, ce qu'il y a de plus vil, et vous allez aller le casser en deux, comme des petites coques, là, et vous allez en sortir des étincelles divines pour expliquer pourquoi vous êtes comme ça. Mais à aucun moment, il y a une volonté d'opérer un changement, à aucun moment, il y a une volonté d'aller de l'avant, de se projeter vers un but final, puisqu'encore une fois, on l'a dit, tout ça est issu de Darwin, et donc il n'y a pas de but final, il n'y a pas de téléologie. L'homme n'est pas construit par... Bueno, alors on pourra la prochaine fois, Étienne, si les autres sont d'accord, donc si vous exposez donc la psychanalyse et voilà, et tous les pratiques ou conclusions sorties de la doctrine de Freud, mais donc l'importance sera, même si le sujet peut donner pour des heures ou des journées, que vous résumez l'exposé à un núcleo, on va dire, de un quart d'heure environ, plus concentré, de manière qu'après, on peut discuter, poser des questions, et à ce moment-là, éventuellement, vous pouvez ajouter des choses que vous n'avez pas pu dire lors de l'exposé, de manière que le causerie soit plus interactif. Donc, un exposé très résumé, très compact, de un quart d'heure, 20 minutes maximum, et après, lors de la discussion,
ou des suggestions, voilà, on peut compléter. Voilà. On peut essayer, monsieur Labbé, mais c'est un sujet qui est tellement dense et tellement vaste que si on veut garder un peu le mode de la discussion comme on l'a fait là, ce qui est assez intéressant parce que chacun peut partager un peu ce qu'il sait, ce qu'il a lu, ce qu'il a vu. En fait, faire une présentation, ça nous ferait retomber dans le dispositif qu'on avait avant où voilà, tout à fait. on demanderait à beaucoup parler. Donc, voilà, voilà. Il faut éviter ça. Il Oui. faut éviter ça à tout prix, non? Parce qu'on vient de recommencer, bon, on est intéressé, mais si on continue, si on fait comme ça au fil de 5 ou 6 mois, on va être là, et bon, justement, nous, on n'a pas besoin de psychanalyse, nous, on ne s'ennuie pas, on a assez, chacun de nous. Et donc, justement, si vous voulez, on va rester là pour cette fois-ci dans le thème. Je vais arrêter maintenant l'enregistrement, mais voilà, on reste toujours au moins, je vais arrêter l'enregistrement. Ah, voilà. Merci. Voilà.